Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur quelques-uns des sujets que nous avons traités ici. La saison de ski n'est pas terminée, alors méfiez-vous des chutes, même si nous avons à Grenoble des pros de ces gros bobos. Et puis nous recevrons également un infectiologue spécialiste de la grippe qui cause chaque année en France près de 3000 décès. Ne rangez pas vos mouchoirs tout de suite, puisqu'il sera ensuite question d'allergie au pollen. Elles sont déjà là. Et pour terminer, un point sur le don du sang grâce à l'établissement français du sang, dont été comme hiver, les besoins sont constants. Chaque année, environ 8 millions de personnes attendent avec impatience de pouvoir aller s'adonner au sport d'hiver sur les pistes de ski. 150 000 d'entre elles en reviennent avec un souvenir un peu plus marquant qu'un selfie avec un bonhomme de neige. Entorse, luxation, fracture, la pratique des sports d'hiver n'est pas sans risque. Pour en parler, nous recevons le professeur Dominique Saragaglia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service orthopédie et traumatologie du sport à l'hôpital Sud. À vos côtés, le docteur Jean-Jacques Baniachemi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous responsable des urgences traumatologiques à l'hôpital Sud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, quels sont les accidents les plus fréquents que l'on rencontre en traumatologie des sports d'hiver ? Alors, en numéro 1, bien sûr, ce sont les accidents de ski de piste. Viennent ensuite les accidents de surf et puis les accidents de ski de fond par la suite. Et les lésions, on le voit sur ce petit schéma, pas mal d'entorses du genou, des lésions de l'épaule ? Absolument. Le membre inférieur est touché en priorité. Et ensuite, ce sont le membre supérieur avec les traumatismes du poignet et du bras. Comment vous sont envoyés les patients par les médecins de montagne ? Alors, il y a plusieurs filières pour l'arrivée des patients. Alors, il y a soit l'arrivée directe par un premier tri qui se fait par les médecins de montagne, qui prennent en charge d'abord initialement le patient au pied des pistes, et ensuite en fonction des gravités, c'est-à-dire que s'ils estiment que la pathologie est potentiellement chirurgicale, ils nous l'envoient en nous appelant donc à l'hôpital Sud, et donc nous recevons le patient, et ensuite soit on fait un traitement orthopédique, soit on les met dans les mains des chirurgiens, soit directement le tri se fait en directement au pied des pistes avec le SAMU qui dirige en fonction de la gravité. Et donc si c'est des traumatismes crâniens et autres, c'est donc dirigé directement par le SAMU sur l'hôpital Nord. Et si c'est les traumatismes des membres, ils nous sont dirigés directement, que ce soit en hélicoptère ou par les pompiers ou les ambulances. Sur un week-end d'hiver comme en ce moment, ça représente combien de blessés qui sont orientés vers l'hôpital Sud ? Bien, de façon spécifique sur les accidentés de ski sur un week-end, on peut dire qu'on reçoit entre un samedi et un dimanche, 40 à 50 patients sur les accidentés de ski, en sachant qu'il faut compter environ 10-12% de pathologies graves qui seront hospitalisées dans ces cas-là. Est-ce que toutes les traumatologies auxquelles vous êtes confrontés, notamment liées au ski, nécessitent une opération, une intervention chirurgicale, ou quelle est la proportion ? Alors c'est environ 10 à 12% des patients que nous recevons qui seront ensuite dirigés dans le service de traumatologie, donc du professeur Saragaglia. Et en fonction de la gravité, l'opération peut se faire tout de suite ou pas forcément ? Ça dépend. Effectivement, quand l'intervention est urgente, par exemple, ce week-end, on a eu plusieurs fractures du fémur et on a eu également une luxation de hanche. Luxation de hanche est une urgence extrême, c'est-à-dire la hanche qui se déboîte et il faut réduire cette luxation dans les 2, 3 heures, 4 heures maximum pour éviter ce que l'on appelle une nécrose de la tête fémorale. Et quand ce patient est arrivé ce week-end, et tous les hivers, on en a à peu près 5 ou 6 qui arrivent comme ça, on arrête pratiquement le bloc opératoire, on fait passer tout de suite le patient au bloc opératoire pour réduire cette luxation, car le pronostic de la tête fémorale est lié à cette urgence qui est une urgence extrême.
Il y a des opérations qui se déroulent, est-ce que la plupart des opérations se déroulent en ambulatoire ou est-ce qu'elles nécessitent une prise en charge ? Non, ça dépend. L'ambulatoire, une fracture du fémur, c'est pas possible. Une fracture du plateau tibial, et on en a beaucoup en hiver en ce moment, et c'est pas possible. Par contre, une fracture du poignet, une rupture du tendon d'Achille, par exemple, ou une fracture de cheville, un ligament croisé éventuellement, on peut faire ça en ambulatoire. Mais c'est pas toute la chirurgie. Donc, alors justement, puisque vous en parlez, on va voir quelques images d'une opération des ligaments croisés antérieurs du genou. Celle-ci a été réalisée à la clinique des Cèdres. Vous en pratiquez également un certain nombre. Alors rappelez-nous quel est le rôle des ligaments dans le genou. Alors, le ligament croisé, celui qu'on opère le plus souvent, c'est le ligament croisé antérieur. C'est le stabilisateur du genou. Je dis toujours à mes patients que marcher sans ligament croisé, c'est tout à fait possible, comme conduire une voiture sans frein, c'est tout à fait possible. Mais si vous roulez à 10 à l'heure, c'est pas grand-chose. Mais si vous descendez de Champs-Rousses avec une voiture qui n'a pas de frein, ça va mal se passer. Mais quand vous avez un genou qui n'a plus le frein, qui est le ligament croisé antérieur, eh bien, si vous faites du tricot, ça ira bien. Par contre, si vous faites du slalom ou si vous faites des activités extrêmement complexes, eh bien, ça tiendra pas. Donc, le genou ne sera pas verrouillé et vous aurez ce qu'on appelle une instabilité avec des dérobements du genou. C'est pour ça qu'on opère beaucoup de sportifs pour pouvoir continuer à pratiquer le sport. Vous l'avez dit, vous vous occupez plus particulièrement de la chirurgie des membres, mais pour tout ce qui est traumatisme crânien ou douleur dorsale, ça se passe à l'hôpital Nord. Les pratiquants de ski sont de plus en plus nombreux à porter un casque, mais pas tous, et la chute sur la tête peut avoir de graves conséquences. On va retourner donc à l'hôpital Nord, voir les explications de Mathias Araez. Sur les pistes françaises, la lésion à la tête arrive en seconde position des diagnostics lors d'un accident de ski. Et pourtant, le port du casque n'est toujours pas obligatoire. Le port du casque ne reste cependant pas une recette miracle. Un comportement inadapté sur les pistes est un facteur accidentogène majeur. Là, lorsqu'on ralentit brutalement, en fait, le cerveau va continuer d'avancer quelque part dans la tête et va pouvoir heurter des structures à l'intérieur du crâne et créer aussi des lésions intracrâniennes. Donc le fait d'avoir un casque ne protège pas de toutes ces lésions liées à la cinétique. Donc c'est important de à la fois porter un casque, mais aussi d'être prudent et de respecter les règles habituelles sur les pistes de ski pour éviter de heurter à grande vitesse quelqu'un ou un objet. Lorsqu'on ne porte pas de casque, l'impact va être plus important en termes d'énergie cinétique au niveau de la tête parce que le casque va absorber une partie de l'énergie cinétique. Là, toute l'énergie cinétique va se transmettre directement à l'os et à l'intérieur du crâne au cerveau. Et donc, on va avoir des lésions potentiellement plus graves. Avec ou sans casque, une mauvaise chute peut causer des lésions cérébrales à la colonne, voire au cervical, pouvant entraîner jusqu'à la mort. En 2017, 62% des adultes portaient un casque, 85% des adolescents et 95% des enfants. Alors, comme il a été évoqué dans le sujet, la vitesse est un facteur important d'accident et son corollaire, la collision. La vitesse moyenne des skieurs en station, c'est 30 à 60 km/h, un peu plus pour les bons skieurs, sachant qu'il faut plus de 20 mètres au-delà de 50 km/h pour s'arrêter. Donc, on peut imaginer que ça peut faire mal. La vitesse, c'est vraiment le facteur prioritaire. Alors, c'est un facteur de gravité qui est très important. Et en fait, ça touche tous les organes qui sont mobiles dans notre corps. Ça touche le cerveau, qui est mobile au sein de cette boîte crânienne. Ça touche ce qu'on appelle le cœur et le poumon, qui sont mobiles dans cette cage thoracique qui est dure. Et donc, lors d'un freinage brutal, d'un choc et d'un arrêt brutal, tout le cœur va tamponner la partie antérieure et postérieure ensuite de thorax, et donc ça peut se cisailler. Ça peut cisailler les reins qui sont mobiles aussi à l'intérieur au niveau abdominal. Et donc tous ces organes, ce sont tous des organes qui, lors d'un choc violent, vont faire l'objet d'un examen clinique bien précis par l'urgentiste qui va faire un examen neurologique, un examen cardiovasculaire et ensuite un examen abdominal pour voir un peu l'état des reins. Parce que c'est vraiment des facteurs importants à rechercher. Professeur, vous avez une longue expérience. Est-ce que vous avez vu une évolution du type de blessure au cours de ces 20, 30 dernières années, que ce soit lié au comportement, que ce soit lié au matériel ? Tout à fait. Il y a une notion fondamentale. Effectivement, le matériel a beaucoup évolué au cours des 50 dernières années. Dans les années 50 et 60, à l'époque où les skieurs avaient des brodequins,
il se faisait volontiers des fractures de la cheville, des fractures bimalléolaires, des fractures du pilon tibial. Puis petit à petit, on a rigidifié la chaussure, on a monté progressivement, puis on a vu progressivement arriver les fractures de jambes. Et puis ensuite, on a monté encore, on a rigidifié, on a vu arriver les traumatismes du genou, et notamment les ruptures du ligament croisé antérieur. Et tout ça fait que, combiné à la vitesse, combiné à la modification également des skis, parce que les skis ont changé, ils ont évolué, du strato des années 60-70, ensuite il y a eu d'autres skis, puis les skis paraboliques, à la fin des années 90, qui ont fait apparaître d'autres lésions. Donc tout ça a fait que, en fonction de l'enneigement également, des canons à neige, puisque autrefois, quand il n'y avait pas de neige, on ne skiait pas. Et puis quand il y avait de la neige, c'était de la poudreuse. Donc les gens roulaient, descendaient moins vite, ils tombaient sur un coussin qui allait amortir. Et puis finalement, ça se passait pas si mal que ça. Quand j'étais interne dans le service du professeur Bèze, on voyait énormément de fractures de la jambe, par exemple. Aujourd'hui, les fractures de jambe en ski sont devenues beaucoup plus rares. Dans les années 70-80, il y avait à peu près 40 à 45% des accidentés du ski qui étaient des fractures de jambes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et on avait 10% de rupture des ligaments croisés. Aujourd'hui, on a 40% à peu près de rupture des ligaments croisés et environ 10% de fracture de la jambe. Tout ça par la modification de la chaussure de ski. Ensuite, les skis paraboliques, les skis paraboliques n'ont pas fait diminuer les ruptures des ligaments croisés. Par contre, on a vu apparaître des lésions plus importantes du membre supérieur. Les gens tournent beaucoup plus à l'aigu, ils tombent comme en surf des neiges et ils se font énormément de fractures du poignet. Et il y a 7-8 ans, j'avais été alerté par le nombre considérable de fractures du poignet qui a pratiquement, par rapport au début de mon activité, ils ont doublé. Au début de mon activité, début des années 90, on avait 4% d'accidents du poignet. Actuellement, on est à 8, 9%, 10%. Donc ça a doublé. Et on a vu également se modifier certains types de fractures. Par exemple, quand on a vu dans les années 2000, au début des années 2000, arriver des petits coups, des skis courts, des snowblades. Et ces snowblades n'avaient pas de fixation. Et les gens, ils s'enroulaient autour du ski. On a vu apparaître des fractures du tibia dans plus de 55% des cas. On avait fait une étude statistique à l'époque où tout le tibia était cassé de la cheville jusqu'au genou. Des grandes spiroïdes de tout le tibia. Donc, ça a été infernal. Donc, on avait alerté les pouvoirs publics à l'époque, à tel point que sur ces snowblades, d'ailleurs, actuellement, c'est tout à fait confidentiel, on n'en doit plus parler, on avait mis des fixations, puisque ces skis n'avaient pas de fixation. Donc, toute cette évolution du ski, nous, on la vit au jour le jour. Marie-Caroline parlait de facteurs de vitesse. Aujourd'hui, on sait tous que les pistes sont extrêmement damées. Oui, c'est un billard. En fait. On se souvient tous qu'effectivement, dans le temps, une piste rouge était bosselée. Est-ce que c'est pas quand même un vrai facteur d'aggravation Absolument. L'état d'enneigement et la vitesse, ce sont vraiment deux facteurs de risque extrêmement importants. Et là, on a pu voir pendant ces vacances de Noël, les 15 jours où la neige était vraiment dure, une chute équivalait à une fracture et on s'est retrouvés, nous, débordés par le nombre de traumatismes très importants et graves fonctionnellement. Et donc, ça a été un facteur important. Winter is coming, et avec l'arrivée du froid, celle des nez bouchés ou des goulinants, c'est selon, de la toux, des extrémités gelées et autres joyeusetés, pour finir le cas échéant par la tant redoutée grippe saisonnière. On en parle tout de suite avec le professeur Jean-Paul Stahl. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, mais ce n'est pas le cas de la grippe, au CHU Grenoble-Alpes. La campagne de vaccination a débuté en octobre. Qui définit la composition du vaccin qui se trouve actuellement sur le marché ? Ce sont les autorités sanitaires, comme on dit, mondiales, c'est-à-dire en clair l'OMS, qui définit chaque année à partir de ce qui se passe dans l'hémisphère opposé. C'est-à-dire, dans l'hiver du Sud, on a la circulation de souches grippales qui, théoriquement, ce n'est pas toujours complètement vérifié, mais théoriquement vont infecter le Nord et vice-versa. Et donc, il y a une circulation hivernale du virus et qui permet de prédire à peu près quelle va être la bonne composition du vaccin pour la saison à venir. Comment le virus de la grippe se transmet-il si on n'a pas été vacciné ?
Imaginons que vous ne soyez pas vacciné, ce qui serait, à mon avis, une grave erreur. Mais bon, non, la transmission du virus, c'est une transmission aérienne. C'est-à-dire que c'est un virus de l'arbre respiratoire et vous le transmettez en le projetant vers l'arbre respiratoire, façon de parler, l'arbre respiratoire de la personne que vous infectez. Donc les meilleurs vecteurs, c'est la toux, bien entendu, parce que ça projette assez loin les gouttelettes qui véhiculent le virus. Et puis, ma foi, si vous n'avez aucune protection, vous pouvez inspirer le virus et là, il est ravi et il infecte vos cellules respiratoires. Au bout de combien de temps? Quelle est la durée d'incubation? Alors, la durée d'incubation, c'est un problème essentiel parce que c'est la période où l'infectiosité, la transmission, est importante et les personnes n'ont pas de symptômes. Autant on se méfie de quelqu'un qui vous tousse sur le nez, comme on dit, mais autant on ne se méfie pas de quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Et là, je dirais la période de contagion, en gros, on peut dire 5 jours. Alors justement, quels sont les symptômes? Quand on a les symptômes, on n'est plus contagieux. Si, bien sûr, vous l'êtes. Mais simplement, les personnes qui sont en face de vous se méfient de vous. Donc c'est plus simple de les éviter. Alors ces symptômes, on a dit la toux. La toux, les douleurs musculaires, et puis ce qu'on appelle les atteintes des conjonctives, c'est-à-dire le plus facile, c'est l'atteinte oculaire, c'est-à-dire les yeux rouges. Et puis des douleurs, les céphalées, les mal à la tête. C'est en gros plus une énorme fatigue. Ce sont les symptômes. Il ne faut pas oublier, le vrai problème de la grippe, c'est que c'est une atteinte pulmonaire, c'est-à-dire c'est une pneumonie. Et c'est la gravité de cette infection, c'est d'être une pneumonie. À partir de quel moment faut-il aller consulter le médecin ? C'est difficile à dire. Faut-il d'ailleurs le consulter systématiquement ? Oui, il faudrait, parce qu'au milieu d'une épidémie de grippe, il reste les maladies infectieuses tout à fait ordinaires, graves, mais qui se dissimulent au milieu de cette épidémie. Donc il faut faire un diagnostic précis. Mal à la tête et fièvre, je peux vous dire c'est une grippe, mais je peux aussi vous dire c'est une méningite. Et on ne parle pas de la même chose. Donc c'est vrai que moi je pense que vraiment une consultation auprès d'un médecin est importante, ne serait-ce que pour dire assez rapidement c'est une infection virale, éventuellement la grippe, très bien. Donc vous n'avez pas de symptômes de gravité, donc rentrez chez vous, mettez-vous au chaud, etc. Mais je crois sincèrement que l'avis d'un médecin est important pour démêler ce qui est bénin et ce qui peut être potentiellement grave. En période d'épidémie, les services des urgences reçoivent également pas mal de patients grippés, comme à Grenoble. C'est compliqué de gérer tout ce public avec la contagion, justement. C'est extrêmement compliqué, oui. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, ça implique une surcharge, enfin ça entraîne une surcharge de l'activité au pavillon d'urgence qui n'est pas forcément simple à gérer et avec en plus, évidemment, des mesures d'isolement qu'il faut prendre pour éviter qu'un patient vienne contaminer tous les autres patients des urgences. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué, avec une modification du système d'hospitalisation dans l'ensemble des services de l'hôpital qui est activé pour ce genre d'épisode. On en a parlé, le médecin peut poser le diagnostic, mais aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent aussi de diagnostiquer la grippe. Le CHU Grenoble-Alpes dispose d'une machine ultra performante élaborée avec les laboratoires Roche basés à Mélan. C'est un reportage d'Olivier Escalon. Les épidémies de grippe ont un impact non négligeable sur la vie des urgences. Au CHU Grenoble-Alpes, elles représentent un tiers d'activité en plus, soit 210 entrées par jour contre 160 en temps normal. C'est aussi le risque de contagion accélérée et celui d'une surexposition des patients fragiles. Développé par le laboratoire Roche Diagnostics, le Cobas-Liat doit permettre de soulager les services médicaux. Cet automate, pas plus grand qu'une cafetière, fait appel à la biologie moléculaire pour diagnostiquer la grippe. Donc la biologie moléculaire, c'est la science qui finalement va permettre de rendre visible ce qui est invisible et notamment en fait, le matériel génétique d'une bactérie ou d'un virus. C'est-à-dire qu'on va amplifier de manière exponentielle ce matériel génétique de manière à pouvoir le rendre détectable.
Avec cette méthode, le dispositif est capable de dépister et de diagnostiquer la grippe en 20 minutes. Le service des urgences du Chuga est pilote en France sur son utilisation. Une étude a été menée durant l'hiver 2017-2018 avec le parti pris innovant de placer la machine dès l'accueil. Les infirmières étaient chargées de recevoir les patients, de prendre leur constante et en cas de symptômes grippaux, d'effectuer le prélèvement oropharyngé et de lancer le test immédiatement. L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic fiable de la grippe dès l'accueil, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité des soins, c'est-à-dire que le patient, je vais pouvoir savoir s'il a la grippe ou pas, lui donner des antibiotiques ou pas, éventuellement lui mettre des traitements antiviraux. Ça va également limiter la réalisation d'autres examens qui deviennent du coup inutiles. Et enfin, on pense que ça va permettre de désengorger un peu le service des urgences. Les 11 jours d'expérimentation et les 200 patients testés ont permis de constater une réduction d'1 heure du temps moyen de séjour des personnes grippées, une réduction de 9% des prescriptions d'analyse de biologie médicale et une augmentation de la prescription d'antiviraux de 22%. Avec un coût de 50 000 € pour 2019, la question reste de savoir si les gains seront à la hauteur. On espère en fait qu'il y aura finalement un gain médico-économique. On diminue la durée de passage aux urgences, on diminue la réalisation d'examens complémentaires, les patients rentrent plus rapidement chez eux, donc des gains indirects financiers. Dès cet hiver au Chuga, 2 machines occuperont l'entrée des urgences adultes et une celle des urgences pédiatriques. Le diagnostic est posé, quel est le traitement ? Alors le traitement, pour l'instant, ça repose sur un médicament antiviral qui est, on va dire, moyennement efficace, mais qui a quand même montré son efficacité dans la restriction d'extension des épidémies. Pour l'individu qui est grippé, il est efficace à condition d'être prescrit dans les 48 heures qui suivent le début des symptômes. D'où l'intérêt et l'importance d'une consultation rapide, parce que c'est le seul moyen d'avoir un traitement efficace. Au-delà, ce traitement ne sert plus à grand-chose. Les complications qu'on peut constater si le traitement n'est pas assez rapide ? Alors, les complications de la grippe, donc une pneumonie virale. La complication la plus spectaculaire, c'est bien entendu une insuffisance respiratoire aiguë. Moi, quand j'ai commencé mon internat en réanimation, première nuit, c'était une exsanguino-transfusion pour une oxygénation extracorporelle d'un jeune homme de 25 ans qui faisait une grippe grave. C'est un souvenir important. Et ça, c'est l'extrême, bien entendu. Sinon, les complications, c'est des pneumonies avec une infection bactérienne qui vient derrière. Ça peut être aussi des infections bactériennes ORL, c'est-à-dire les otites et les sinusites qui peuvent compliquer une grippe. Et puis, sans parler des complications directes de la grippe, c'est l'aggravation d'une maladie déjà existante. C'est-à-dire que si vous amputez la capacité respiratoire d'un individu qui est déjà insuffisant respiratoire, il ne lui reste plus grand-chose, et c'est là où on a énormément de décès. Il a été montré par ailleurs que l'épidémie de grippe augmentait de 50% les décès par accident cardiaque. C'est la nature, avec la fin de l'hiver et l'arrivée des beaux jours. La végétation se réveille, avec elle son cortège de pollen. Les abeilles butinent, les oiseaux gazouillent. C'est vert, c'est joli, ça vole un peu partout. Mais pour une partie de la population, c'est synonyme de gorge qui gratte, nez qui coule, les yeux qui pleurent, bref, d'allergie. On en parle avec vous, Charlotte Sint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, basé à Lyon. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Vous, professeur Christophe Pison, vous êtes venu en voisin, ou presque, oui, puisque vous êtes chef du service pneumologie au CHU Grenoble-Alpes. Alors, je le disais il y a un instant, 2019, c'est une année particulière pour les pollens. Pour quelles raisons, Charlotte Sint ? On a eu un début d'année vraiment exceptionnel avec les conditions météorologiques anticycloniques qu'on a eues au mois de février et mars. La végétation qui commençait à polliniser normalement, notamment les noisetiers et les aulnes, ont pu disperser leur pollen sans aucune limite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir nos limites, voilà, c'était
Pas d'humidité, pas de pluie, donc une dispersion vraiment optimum des pollens. Et du coup, on s'est retrouvé avec des fortes concentrations de pollen et beaucoup d'allergiques. C'est beaucoup de symptômes déjà dès mois de février. Alors, professeur Pison, s'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, c'est peut-être parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi un vrai problème de santé publique. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens allergiques au pollen ? Probablement. C'est très lié à l'environnement. C'est lié à notre mode de vie. La pollution joue sûrement un rôle un peu aggravant. Et c'est vrai que les données montrent une augmentation de l'incidence de l'allergie. On avait fait une enquête avec les collègues pédiatres et dans un projet européen, il y a une trentaine d'années. Et déjà, à Grenoble, sans stigmatiser la ville, sur les 25-50 ans, on avait presque un tiers des gens qui avaient ce que vous appelez tout à l'heure un rhume des foins. Et en fait, c'est une espèce de rhinite pérannuelle, qui est un mélange subtil d'irritation, d'allergie. Et je pense que ça ne s'est pas amélioré. On voit que la consommation des médicaments antihistaminiques augmente. C'est très saisonnier, mais ça augmente. Et avoir le nez malade, c'est un peu la porte d'entrée à avoir les bronches malades. Donc à aller vers de l'asthme, une chose comme ça. Est-ce que l'allergie peut se développer à n'importe quel moment de la vie de la personne? Non. Ou est-ce qu'il y a des âges de prédisposition? C'est une histoire pédiatrique. C'est une histoire pédiatrique. L'allergie, c'est une histoire de l'enfant. Ça peut même être une histoire fétale. Disons que c'est une histoire de la petite enfance. C'est quand même une maladie qui est vue chez les enfants. Et après, en vieillissant, n'y voyez pas de parallèle philosophique, mais on devient un peu plus tolérant. La réaction immune s'atténue. C'est-à-dire que la production d'anticorps contre les IgE, par exemple, contre les allergènes, diminue avec l'âge. Mais globalement, les gens qui ont des maladies à caractère allergique, sur la peau, la rhinite, la conjonctivite ou l'asthme, eh bien, en général, ils sont un peu plus allergiques. Donc, on aime bien faire la différence entre les asthmes d'allure allergique ou les maladies d'allure allergique versus les maladies non allergiques. Mais l'allergie, c'est un facteur de risque majeur pour des maladies qui ne sont pas graves, mais qui vous perturbent dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, votre vie de travail, que sont la rhinite, la conjonctivite et l'asthme. Je reviens sur une question que posait tout à l'heure Marie-Caroline, mais on parle parfois effectivement de la diminution du nombre de plantes et du coup d'une hyperconcentration, j'allais dire, des plantes, des pollens qui entraînent un accroissement en définitive de ces allergies. Moi, j'étais passionné en écoutant la directrice de RSNA qui me disait que les pollens sont un peu plus précoces et un peu plus denses qu'autrefois. Ensuite, il y a un effet cocktail avec les particules fines, avec les particules de diesel, ces choses-là. Et c'est vrai que le réchauffement climatique n'est pas une très bonne nouvelle à cet égard. Alors pour savoir si vous êtes allergique, il existe un test très simple qui se pratique dans un cabinet médical en quelques minutes. Et vous allez voir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vous avez une monosensibilisation aux graminées. C'est grave, docteur ? C'est quelque chose surtout d'assez favorable parce qu'on peut le traiter assez facilement des sensibilisations avec des gouttes sous la langue ou des comprimés. Gêne au niveau des yeux, démangeaisons, nez qui coule, éternuement et parfois asthme. Environ un Français sur 5 souffre d'allergie au pollen. Pour les diagnostiquer, après un interrogatoire avec le patient, l'allergologue dispose différents allergènes à vérifier. Sont testés par exemple les acariens, les poils de chien et chat, la moisissure, mais surtout des pollens incontournables comme les graminées et l'ambroisie. Les tests sont aussi parfois orientés sur les pollens de la région. Dans notre région, les graminées sont ubiquitaires. On a forcément des graminées, puis on a quand même pas mal de pollen de bouleau, de pollen de frêne aussi qui sont assez présents. On a certainement moins de cyprès que dans le Midi, mais on peut avoir des arbres qui sont un peu de la même famille. La pollution, la perte de biodiversité et le dérèglement climatique entraînent une augmentation des allergies et une polysensibilisation des personnes. Et la polysensibilisation entraîne souvent une aggravation des allergies et souvent des asthmes plus importants parce que les gens sont sensibles sur des périodes qui deviennent très longues. Parmi les personnes allergiques, 20% présentent des symptômes sévères. Les patients qu'on voit en ce moment, bien souvent, viennent pour ce qu'on appelle des pollinoses, des allergies au pollen, plus souvent le rhume des foins. Et donc là, cette année, ça a commencé depuis le mois de février avec le noisetier, le cyprès, le frêne. Et puis depuis à peu près le fin mars, à peu près le 25 mars, on a vu arriver les patients allergiques uniquement aux graminées. Deux types de traitements sont possibles pour traiter les allergies. Les symptomatiques, à prendre dès que le patient commence à ressentir les premiers pollens, et les préventifs, qui permettent une désensibilisation et se présentent sous forme de comprimés à placer sous la langue ou de gouttes.
Les traitements, on fait quand même beaucoup de progrès. On a surtout des traitements maintenant qui endorment peu, parce que les antihistaminiques ont la réputation d'être un peu sédatifs. Maintenant, les fabricants ont essayé de sortir des produits qui sont efficaces et peu sédatifs. On a des gouttes pour les yeux qui sont adaptées, qui globalement satisfont les patients. Et puis après, on a des sprays pour mettre dans le nez. Si la plupart des antihistaminiques sont délivrés sur ordonnance, d'autres sont disponibles en pharmacie sans prescription médicale. Alors, voilà, je ne peux plus le cacher, je suis donc allergique aux graminées. Est-ce que c'est l'allergie au pollen la plus fréquente dans l'agglomération grenobloise? On demandera peut-être à notre collègue. Je ne suis pas capable de vous répondre. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, c'est intéressant de repérer des gens comme vous, parce qu'il y a des traitements spécifiques pour ça, qui sont assez récents, avec un niveau de preuve qui est devenu très bon. Il y a eu un très gros papier qui a été publié dans le JAMA cet été, et qui montre que la désensibilisation par comprimé, par exemple, pour cet allergène-là, est vraiment intéressant, avec à la clé moins de consommation de corticoïdes pour les asthmatiques, et une intensité thérapeutique moindre pour les gens rhinitiques. Donc ça, c'est vraiment un diagnostic intéressant. Le plus élégant, c'est quand même ce que les allergologues appellent l'ITA, qui est donc la désensibilisation. Et cette désensibilisation, maintenant, a acquis ses lettres de noblesse. Jusqu'à quelques années, c'était des allergènes pas très bien connus, des études pas très sérieuses, pas en double insu. Maintenant, on a des très bonnes études, et que ce soit par les comprimés, par des gouttes, on a vraiment, c'est des vrais modificateurs d'histoire de la maladie. Et après, il y a des traitements symptomatiques. Et le chef de file, c'est les antihistaminiques, qui ont fait beaucoup de progrès, qui n'ont plus d'effets centraux, donc on est plus somnolent. Il y a peu ou pas d'effets secondaires. Et puis ensuite, lorsque ça descend sur les bronches, lorsqu'on tousse et qu'on siffle, il y a maintenant des médicaments merveilleux, des bronchodilatateurs, des corticoïdes inhalés. Et puis pour les formes les plus sévères, il y a une révolution en ce moment, qui sont les biothérapies, qui sont les anti-L5, anti-IgE. Donc il y a eu 10 ans, il y a eu une grande compagnie suisse qui a développé un anti-IgE qui a été une révolution. C'était la grande découverte ces dernières années. Et pour les formes les plus sévères, c'est quelque chose de merveilleux et qui permet aux gens de ne plus avoir de symptômes. Ça, c'est pour les formes sévères. Pourquoi on est allergique au pollen d'une plante et pas au reste de l'arbre? Alors, sur le pollen, on a des petites protéines qui sont reconnues, enfin là, c'est un spécialiste qui répondra mieux que moi, mais qui sont reconnues comme attaquant l'organisme. Et c'est le système immunitaire qui se met en route et qui essaye de rejeter ces organismes qui pénètrent dans le corps, qu'on respire. Et donc, il fait le nez qui coule, les yeux qui pleurent. C'est pour nettoyer cette attaque. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment une attaque, c'est une surréaction de l'organisme, du coup. Parce qu'on peut être allergique au pollen d'olivier et supporter très bien une salade de tomates pour l'été. Oui, c'est vraiment ces protéines qui sont présentes sur le pollen qu'il faut éviter. Après, il y a des sensibilisations croisées. Des fois, on peut être allergique à un pollen et être en même temps allergique à un aliment. Voilà, ça peut arriver. La question que vous posez est passionnante. C'est le problème de la tolérance. Normalement, on doit être tolérant à son environnement. Et parfois, il y a des restrictions de tolérance. Et donc ça, c'est tout le champ de l'allergologie moléculaire, où, comme l'a dit notre collègue, on essaye de disséquer les protéines, les motifs sur les protéines auxquelles on est sensibilisé. C'est-à-dire qu'on a, dans notre maturation, pas développé de tolérance à ces pneumallergènes. Normalement, on devrait être tolérant à ça. Par contre, on n'est pas tolérant aux virus, on n'est pas tolérant aux bactéries, on n'est pas tolérant aux champignons, on s'en défend. Mais sur des choses très banales de notre environnement, ce qu'on mange, ce qu'on respire, normalement, on est tolérant. Et pour des raisons un peu mystérieuses, certaines personnes ont dans le répertoire une perte de tolérance. Et on ne sait pas pourquoi. On saura bientôt. Oui, moi je pense qu'on saura. Moi je pense que c'est des phénomènes épigénétiques qui sont liés à notre vie fétale, à ce qu'on mange, à ce qu'on respire. Donc l'histoire n'est pas terminée. Il y a encore plein de choses à comprendre. Et le but ultime, c'est de prévenir ces sensibilisations. Plusieurs fois dans l'année, l'établissement français du sang et son antenne locale basée à La Tronche nous alertent sur les besoins en sang et dans la mesure du possible, nous essayons de relayer ces appels aux donneurs. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de donner un peu plus de place à ce sujet avec un dossier spécial. Et pour m'accompagner et nous éclairer, j'ai à mes côtés Janine Barbier. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Union départementale des donneurs de sang bénévoles de l'Isère. À vos côtés, le docteur Manzotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au responsable des prélèvements de l'Isère, le docteur Christelle Morand, et responsable du site fixe de Grenoble. Merci à toutes les deux pour votre présence. Alors avant les vacances, vous recherchez des donneurs, pendant également et encore aujourd'hui, les besoins en sang sont constants. Tout à fait. Les besoins sont constants car les malades, eux, ne partent pas en vacances. Et même si certains sont heureusement guéris par les dons de nos donneurs, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Donc les besoins sont constants, quelle que soit la saison. Pour venir donner son sang, donc, je rappelle les éléments essentiels, il faut avoir 18 ans révolus. On peut donner jusqu'à 70 ans révolus également. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Voilà, tout à fait. Donc ça, il n'y a pas de différence. Donc on peut donner jusqu'à la veille de ses 71 ans. Après, il y a des critères qui sont un petit peu différents en matière d'âge par rapport au don de plasma et de plaquettes. Là, on est dans la limite de 65 ans, mais pour le don du sang total, il faut effectivement venir, non pas à jeun, mais en ayant mangé normalement, un petit déjeuner si vous venez le matin, un repas de midi si vous venez dans l'après-midi, et avoir bien bu, parce que c'est le garant d'une bonne tolérance du don, donc bien hydraté, avoir bu au minimum 750 millilitres, voire 1 litre si c'est possible, dans les 2 heures qui précèdent le don. C'est vraiment le plus important, bien hydraté. Alors, les poches sont envoyées dans un centre d'examen pour qu'on puisse corroborer à la fois ce qu'il y a dans le questionnaire et puis vraiment vérifier. Et puis, elles reviennent ensuite à l'EFS de la Tronche, dans le centre de délivrance des produits sanguins labiles, qui va ensuite effectuer d'autres opérations qui permettront ensuite de fournir les structures, hôpitaux et cliniques qui en ont besoin. Je vous propose de regarder le reportage de Charlotte Faulkner. Quand un patient a besoin d'une transfusion sanguine, c'est le centre de délivrance de l'établissement français du sang à la Tronche qui examine la demande. Avant de se faire, les prélèvements de chaque patient sont analysés afin de connaître leur groupe sanguin ainsi que leurs anticorps. Une fois que nous avons le prélèvement, nous réalisons les examens qui sont demandés pour ce patient, donc des groupages sanguins, des recherches d'anticorps irréguliers. Ces recherches d'anticorps sont à renouveler tous les 3 jours pour les patients qui sont en situation de transfusion régulière. Donc ces anticorps peuvent changer à tout moment chez les patients et peuvent apparaître au cours des épisodes transfusionnels des patients. En moyenne, il faut compter 1 heure de temps pour que le centre délivre la poche de sang la plus adaptée aux patients, un temps qui peut s'avérer plus long pour certains résultats complexes. Pour certains patients qui présentent des caractéristiques plus complexes, nous sommes obligés de travailler plusieurs heures, voire plusieurs jours sur des prélèvements pour affiner les recherches, pour affiner les caractéristiques du patient et pour trouver le meilleur produit pour le patient et pour assurer sa sécurité transfusionnelle. Une fois les analyses effectuées, les poches de sang seront ensuite affectées au bon patient, une dernière étape très minutieuse. On sélectionne les poches qui vont bien avec le patient, donc le groupage, le phénotype. On regarde que les analyses soient correctes, c'est-à-dire la validité des RAI de 72 heures. Et ensuite, on délivre la poche au patient en respectant bien l'identité, la date de naissance. Ouvert 24 heures sur 24, le centre effectue 200 à 300 analyses journalières et délivre 120 à 130 produits sanguins chaque jour. Et docteur Manzotti, il y a des analyses jusqu'au dernier moment, jusqu'au bloc. Tout à fait. Donc, comme le montre le reportage, donc les analyses sont faites de façon au fil de l'eau, de façon régulière, donc tout autant au niveau des différentes étapes de fabrication de ces produits sanguins labiles. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je rappelle que les produits issus du don sont vérifiés. On a des analyses systématiques. On a parlé du groupe sanguin tout à l'heure, mais je vous rappelle qu'on fait aussi des analyses systématiques concernant le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis et d'autres analyses circonstancielles en fonction des voyages. Et une fois que la poche de globules rouges, on l'a dit tout à l'heure, est fabriquée, donc il y a encore des analyses qui sont faites par rapport à ce que disait le docteur Latuile, donc la responsable de la délivrance sur Grenoble, des analyses qui peuvent être un peu plus poussées du fait que ces personnes qui sont polytransfusées, c'est-à-dire qui reçoivent beaucoup de transfusions, peuvent s'immuniser et donc nécessitent des groupes sanguins qui sont justement avec ces
fameux petit phénotype secondaire. Et la dernière analyse, l'ultime analyse, elle est faite au lit du malade. C'est-à-dire que même si toutes les analyses ont auparavant été faites, les vérifications d'identité, les vérifications de code à barre, au lit du malade, il est fait une ultime vérification pour être sûr qu'on est bien dans le bon groupe sanguin à chaque transfusion. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.